Bonjour, vous écoutez La Solitude d'un auteur, votre podcast littéraire préféré. Et dans ce nouvel épisode, on se retrouve pour un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une chronique enregistrée en live pour l'émission Brouillon Culture sur Radio Système. Je vous laisse tout de suite découvrir le sujet du jour. Bonne écoute! Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs. Ce soir c'est une émission un peu spéciale car c'est la dernière de cette année civile j'entends, et à l'aube des fêtes de Noël, du Nouvel An, c'est l'occasion pour chacun de faire un bilan. Peut-être avez-vous déjà fait le vôtre, moi je me suis dit que j'allais le faire avec vous ce soir. Bon, on va pas se mentir, il s'est rien passé d'extraordinaire pour moi au cours de ces derniers mois. En fait, pour être exact, mon année 2021 c'était un peu exactement la même chose que 2020, mais en pire. Pour résumer, je dirais qu'en 2020, j'avais l'impression d'être sur des montagnes russes, et qu'on se le tienne pour dit, moi les manèges à sensations fortes, ça me donne à la fois envie de vomir et de mourir, mais cette année, au lieu de descendre de l'attraction, j'ai eu le sentiment que c'était toujours le même circuit, sauf que cette fois les rails étaient en flammes, et que dès qu'il y avait un virage un peu sec comme ça, bam, je me cramais les joues. Du coup, on ne peut pas dire que je reste sur un souvenir très agréable de l'aventure. Surtout que dans les montagnes russes, le seul moment un peu apaisant, ce sont les montées. Et la plupart des gens normaux en profitent pour reprendre leur souffle, apprécier la vue, tout ça. Moi non, parce que je suis rongée par l'angoisse du vide et de la descente qui m'attendent, ce qui fait qu'il n'y a absolument jamais aucun moment où j'apprécie cette saleté de rodéo. Et vu qu'il est d'usage de formuler des vœux de fin d'année, j'annonce d'office que tout ce que je demande à 2022, c'est que le forain qui gère ma vie arrête la machine. C'est bon, j'ai vu, j'ai fait des tours, j'ai vomi, j'ai eu envie de mourir. Maintenant, il est temps de descendre. J'aimerais troquer tout ça contre les jambes qui flageolent et le corps qui tremble pendant 30 minutes, le temps de se réhabituer à la terre ferme, puis on passe à autre chose. On va manger un tacos à 12 € au resto western de la zone amérindienne du parc et on n'en parle plus. Non, parce que clairement, il y a un paquet de choses que j'aimerais laisser derrière moi. À commencer par la dépression. Déjà, ce sera un premier pas plutôt appréciable parce que là, c'est bon. La grève de la sérotonine commence à durer plus d'épisodes que les actes des gilets jaunes. J'aimerais bien remettre mes capteurs au travail. Je suis à un stade où j'ai l'impression qu'il y a un rond-point dans mon cerveau où ça se grille des merguez en criant « Pauline, démission !» pendant que les jours s'écoulent sous mon œil vide. Pourtant, je vous jure que je suis ouverte à leur donner tout ce qu'ils veulent à mes capteurs. Du chocolat, un rythme de vie plus apaisé, des légumes, de la drogue, plus de drogue. Mais comme je suis une jeune femme plutôt polie, bien élevée, qui met des polaires au style un peu Courchevel, sans pour autant avoir le genre d'amis qui s'enfarinent les narines dans la poudreuse de Courchevel, j'ai pas les contacts pour activer mes capteurs par des produits de synthèse. Du coup, j'ai fait ce que font tous les gens qui essayent de ressentir quelque chose dans leur vie en ayant l'espoir de devenir un peu bonne dans le processus. Je me suis mise au sport. C'est-à-dire que depuis 3 mois, 8 heures par semaine, je me détruis les fibres musculaires dans le seul but d'insulter mes grands morts quand le lendemain de ma séance, je fais un mouvement somme toute acquis depuis l'enfance comme marcher, enfiler un pull ou me relever des toilettes. Mais le problème, c'est que le corps s'habitue à tout et que même les courbatures finissent par arrêter de me rappeler que je suis en vie et capable de sentir quelque chose. Du coup, j'ai essayé de trucs un peu fous pour me sentir moins léthargique. Par exemple, je suis partie en voyage, j'ai été en Guadeloupe, au Luxembourg. Bon, les 2 fois, il y avait tellement de brouillard sur les points de vue les plus touristiques que finalement, je peux pas trop raconter ce que j'ai vu. Mais j'ai aussi fait une retraite d'écriture dans une cabane splendide et c'est sans doute les 5 meilleurs jours de mon année car j'avais coupé mon téléphone et que j'ai pu prétendre que je n'existais pas. J'ai aussi essayé d'avoir des relations amoureuses. Bon, ce fut pas super concluant parce que j'ai surtout tendance à voir le potentiel chez les gens plutôt que ce qu'ils sont réellement, à savoir de gros tocards, et je finis toujours par éteindre ma lumière des fois que sait-on jamais, ça pourrait les mettre dans l'ombre, les aveugler, oupsie, révéler qu'en fait ils sont juste mignons mais très cons. Et là-bas déjà que cette année c'était difficile de me réchauffer moi-même avec ma lumière, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de la gaspiller comme ça pour des gens qui ont juste un certificat de naissance à leur actif. Alors me voilà avec un bilan somme toute mitigé, pour ne pas dire le genre de bilan qui suggère d'éviter de passer sur des ponts ou de posséder des objets tranchants pendant quelques mois, le temps de digérer. Et pour essayer de trouver un peu de sens à toutes ces mésaventures, j'ai fait ce que je fais toujours. Je me suis tournée vers les livres. Alors d'abord, j'ai pioché du Néant de la vie dans ma bibliothèque, un texte que Schopenhauer a écrit en complément de son œuvre Le monde comme volonté et comme représentation. Rien qu'au titre, effectivement, j'aurais dû me douter que ce n'était pas franchement la bonne ambiance et que ça n'allait pas m'aider à remonter la pente. Parce qu'en fait, en une vingtaine de pages, Schopenhauer insiste sur le fait que mourir n'est pas une perte, puisque l'existence est une expérience tout à fait personnelle, et sur l'absurdité de croire un au-delà. Là-dessus, pas de vexation, je n'ai jamais cru en un grand taperie. Toutefois, il y a cette phrase qui a quand même réussi à me créer un léger bad existentiel. Après ta mort, tu seras ce que tu étais avant ta naissance.
à savoir le néant. Et c'est vrai que je m'étais jamais attardée sur la question, mais c'est idiot de s'attendre à deux néants différents juste parce que t'as fait des trucs au milieu. Il y a un début, une fin, et tout ce qui a lieu avant et après n'a finalement pas lieu de nous préoccuper. C'est un même état de rien. Tout comme le fait de disparaître n'a pas de raison de nous attrister plus que l'idée de n'avoir jamais existé. Puis Schopenhauer en rajoute une couche en soulignant que cet état nous conviendra autant que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui et que la mort ne doit pas être regardée comme un état nouveau, totalement étranger, mais comme un retour à notre état primitif dont la vie n'a été qu'un court épisode. Bon, j'aurais aimé apporter dans cette chronique un regard différent, peut-être parvenir à encenser plus vivement l'importance de ce court épisode. Malheureusement, je suis un peu trop d'accord avec Schopenhauer. C'est pourquoi j'ai essayé de challenger ma dépression et d'aller chercher chez un autre philosophe de quoi relancer la production d'hormones de bonheur dans mon cerveau. Et naturellement, j'ai pensé à Épicure. Qui de mieux que l'homme à qui Horace faisait référence en écrivant Carpe diem, cueille le jour, pour me remonter le moral. Après tout, les épicuriens sont connus pour être de bons vivants, profiter de la vie, à table comme au lit. Forcément, c'est par là que j'aurais dû commencer. Sauf qu'en fait, il suffit de lire la lettre à Ménécée, même pas 15 pages, pour se rendre compte que les gens n'ont absolument rien compris à l'épicurisme. Parce qu'en fait, Épicure, c'est un gars très simple qui prône la modération. Pour lui, le bonheur est le but de l'existence, et on fait tout pour s'éviter du déplaisir. Il ne s'agit pas de courir après la luxure et la volupté, mais bien d'éviter la souffrance. Il évoque même l'importance d'effectuer un ratio douleur-plaisir pour effectuer ses choix. Donc on n'est pas dans un hédonisme pur et dur où le plaisir l'emporte sur toute morale et où l'on s'évite la privation et l'abstinence. On est au contraire dans une recherche d'harmonie intérieure, si je puis dire. C'est accepter de céder à des plaisirs contraignants pour ne plus être dans une forme de manque et de dépendance, mais aussi savourer le simple pour mieux apprécier le fastueux. Par exemple, il nous dit « L'accoutumance à des régimes simples et sans faste est un facteur de santé, pousse l'être humain au dynamisme dans les activités nécessaires de la vie, nous rend plus aptes à apprécier, à l'occasion, les repas luxueux et face au sort nous immunise contre l'inquiétude. » Parce qu'ainsi, on saura toujours apprécier son repas en période de frugalité. Et en somme, on peut me qualifier de grande épicurienne avec mon riz poulet à tous les repas. Mais si on prend un peu de recul sur cette façon de voir les choses, pour retrouver la joie, peut-être faut-il d'abord se satisfaire de ce que l'on a. Lâcher prise concernant les désirs contraignants, comme dit Épicure. Parce que c'est pas grave de céder quelquefois, et laisser ainsi plus de place aux autres pans de sa vie. Et je ne peux pas dire que cette doctrine soit totalement devenue la mienne, parce que s'il y avait un interrupteur off pour toutes les voix dans ma tête qui imaginent toujours le pire, je pense qu'en 26 ans, je l'aurais trouvé. Toutefois, ça m'a amené à réfléchir sur le fait que le bonheur n'est pas nécessairement dans le toujours plus. Cette année, j'ai eu tendance à me sentir tellement à côté de moi que j'ai voulu repousser toujours plus loin mes limites pour me revaloriser. Mais en fait, la joie fugace que procurent les nouveaux accomplissements, comme sortir un nouveau livre, avoir une promotion, ajouter un certificat de naissance à ses archives alors qu'il colle pas du tout à la déco de chez soi, j'ai tout donné sur la métaphore, apprendre une nouvelle langue, visiter un nouveau pays, me construire un boule d'enfer ou même résoudre le conflit israélo-palestinien ou je ne sais quoi d'autre, n'est qu'une tentative très artificielle de booster les watts de sa lumière intérieure. Alors je n'ai pas de conclusion pour ce bilan, mais juste une porte ouverte. Et si pour 2022, la préoccupation n'était pas de savoir à quelle hauteur on sera capable d'élever la barre cette année, mais si on sera capable de la décrocher pour apprécier ce qui rayonne déjà dans nos vies. Et surtout, d'arrêter de la placer si haut pour nous quand on la met si bas pour les autres. Merci d'avoir écouté La Solitude d'un auteur, votre podcast littéraire animé par Pauline Perrier. Vous pouvez aussi retrouver mes chroniques sur Radiosystème 93.7. N'oubliez pas de laisser un avis sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de streaming. Vos retours me sont vraiment précieux pour évoluer et puis ça permet de faire grandir le podcast. Alors n'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet paulineperrier.com ou tout simplement sur Instagram où je suis assez active. Pauline Perrier. À très vite.